Pierre Gomez. Vous êtes économiste, professeur à Lyon et vous dirigez l'Institut français de gouvernement des entreprises. Vous avez publié plusieurs livres, dont L'intelligence du travail, Le travail invisible et plus récemment L'esprit malin du capitalisme. Et puis Philippe Gagnard. Vous avez une formation d'ingénieur agronome et un parcours dans l'industrie agroalimentaire, d'abord en production chez Kronenbourg, puis comme directeur d'usine chez Lu, puis en fromagerie au Puy-en-Velay, et enfin dans les produits sans gluten. Et il y a 3 ans, vous avez créé la brasserie artisanale et solidaire Saint-Médard à Compiègne, avec une triple démarche locale, environnementale et sociale. Alors pour commencer, justement, je vais vous demander, Philippe Gagnard, est-ce que vous pouvez justement nous parler de votre entreprise, de ce triple engagement et en quoi cela crée du lien avec votre territoire? Alors je vais presque en parler un petit peu de la genèse du projet. Ça s'est passé en fait il y a un an avant, il y avait un peu une rupture un peu brutale avec mon dernier employeur. Et donc je me suis dit, j'ai un âge où maintenant il faut que je fasse quelque chose qui a vraiment une vocation sociale. Donc j'ai un peu creusé, je suis parti dans différentes pistes. Et puis j'ai fait une autre chose qui a été remarquable, parce que c'était un vieux rêve. Je suis parti à Compostelle. Voilà. Alors les Français c'est Compostelle, pour le reste du monde ça s'appelle Santiago. J'ai découvert ça en Espagne. Je suis revenu avec rien du tout, sauf je pense que j'ai mis les pendules à l'heure. Voilà. Et l'autre chose qui a été extrêmement importante dans ce projet, c'est que c'était en 2015. 2015 pour moi c'est la Laudato Si. Et dans la Laudato Si, il y a une chose qui m'a vraiment touché parce que je l'ai vécu. C'est l'idée qu'on est dans une société qui produit du déchet matériel et du déchet humain. Et ce déchet humain, je visualisais très bien à travers des personnes qui, petit à petit, avec l'exigence de performance, des gens qui devenaient inemployables. Et pour avoir accueilli un petit peu des sans-abri, je rencontrais des personnes, je discutais avec elles et je me dis, mais c'est exactement les mêmes que ceux qui sont dans mes usines. Sauf qu'eux, ils n'ont pas eu de chance. Hop, ils se sont cassés la figure, ils se retrouvent sans abri. Et puis il y en a un autre, il a eu la chance, son usine est toujours restée, son emploi est resté, il est arrivé à la retraite heureux comme ça. Voilà. Donc cet aspect de se dire on produit du déchet humain, c'est quelque chose qui m'a vraiment énormément interpellé. Et ensuite le troisième élément, c'est que comme vous avez vu, j'ai passé 15 ans en brasserie, et c'était probablement en termes de produits, chose qui m'a le plus habité intérieurement. Et pour avoir vécu aussi quelque chose qui est extrêmement important, c'est d'avoir vécu la fin du consigné en France. Alors, je vais vous expliquer toutes les raisons, mais il y a plein de raisons, ce qui fait qu'on a complètement arrêté le consigné en France. Et la fin de la consignation en France, ça a fait que toutes les brasseries locales, il y avait énormément d'industries, d'usines, ont toutes fermé pour se regrouper dans des grandes zones de production en Alsace et puis dans le Nord. Et c'est comme ça que le projet est venu, de se dire, autour de la brasserie, il y a vraiment de quoi faire un projet qui soit un sens environnemental et puis un sens social. Un sens environnemental, parce que l'idée, c'est de remettre la consignation dans mes productions. Ça veut dire quoi? Qu'on fait de la consignation, c'est qu'on lave les bouteilles plutôt que de les broyer, de les refaire fondre pour faire une très belle bouteille à l'identique de celle qui était avant. Donc c'est un gouffre au niveau... C'est très bien, ça se recycle très bien, mais c'est un gouffre au niveau énergétique. Et donc c'est quand même malheureux de se dire, si on est sur un marché qui est local, ben c'est une chance de se dire, je récupère une bouteille, je lave, je la réutilise, et puis c'est un gain au niveau environnemental. Et l'autre, alors après il y a d'autres choses, voilà, j'utilise des caisses en bois, j'ai une étiquette permanente, enfin voilà, il y a un certain nombre de choses, se dire comment on fait pour limiter le bilan carbone, et puis pour ne plus faire de déchets. Quoi. Voilà. Et on est sur un marché où c'est possible. Et puis l'autre aspect, c'est l'aspect social, c'est l'idée de profiter de cette activité pour créer l'emploi d'insertion. Voilà. Donc, je veux dire, dans mon projet de départ, c'était, pour faire un peu moderne, les gens commandent sur Internet, et puis aux alentours de Compiègne, la zone que je n'ai pas encore vraiment définie, on va livrer gratuitement à domicile, c'est un service qu'on rend aux personnes, et puis ça donne de l'emploi, de livraison, voilà, qui donne une fierté de dire, voilà, je vais livrer, j'en crée du contact. Voilà, donc ça c'est le projet. Alors je vous dis tout de suite que ça a énormément changé, parce que je me suis aperçu, alors c'est là où on voit l'aspect local,
c'est que très vite, je me suis rendu compte que les gens, ça ne les intéressait absolument pas d'être livrés. Ce qu'ils voulaient, c'était venir à la brasserie. Est-ce qu'ils voulaient voir les lieux de production, ils voulaient échanger, voilà, voir les gens qui travaillaient sur place, et puis avoir ce contact avec la brasserie. Et je pense que c'est une dimension qui finalement est devenue la première dans le choix des gens qui venaient à la brasserie, c'est la proximité. Donc c'est là où on a vraiment cet aspect local, il y a une vraie attente. Alors c'est vrai au niveau du quartier, c'est vrai au niveau d'une ville ou d'une région, c'est-à-dire on a besoin de proximité. Comment on définit un territoire en soi? Il y a toujours un regard humain sur un territoire qui désigne des vignes qu'on va transformer en cognac un jour, etc., mais qui désigne ça. Il y a un regard humain qui désigne des beaux espaces, au contraire des friches. Il faut qu'il y ait un regard humain pour qu'un territoire soit désigné comme territoire. Tout à l'heure, dans la petite vidéo, quelqu'un a dit « Oui, on pourrait imaginer des territoires qu'avec des animaux, par exemple. » Mais qui l'imagine? Un humain. Vous voyez, si on est écologie humaine, c'est qu'on a cette humilité pratique de considérer qu'on ne peut pas penser le monde autour de nous en dehors de l'humain. Parce que nous sommes humains. Ah, regarde, quand tu dis à hauteur d'homme, ça veut dire ça aussi, hein, de l'humain. Donc, tout territoire est territoire parce qu'il est humanisé. Et je trouve que c'est très intéressant ce que tu viens de dire sur l'Internet. Parce que on pourrait dire, ouais, je lance une nouvelle activité, je vais être dans le mood, je vais être dans la tendance, et je vais faire un truc Internet qui ferait les gens, etc. Eh bien, pas du tout. Un territoire, c'est un espace où des gens veulent se rencontrer. Et voir celui qui produit, voir d'autres personnes, etc. Et donc, c'est exactement l'inverse de ceux qui vivent par ailleurs. Ce que tu as fait là, ce n'est pas une activité économique, c'est une activité qui produit un territoire. Donc, en ce sens, j'imagine pas, je ne sais pas si vous pouvez imaginer un territoire qui ne serait pas humain. Qui l'imaginerait? À partir de quel regard on imaginerait un territoire qui ne serait pas humain? Même si on pense au diplodocus et à l'espace de vie des diplodocus, c'est encore un humain qui le pense. Et on voit des gros animaux, des gros par rapport à nous. Vous voyez, tout territoire n'est visible que par rapport à l'humain. Alors bien sûr, intellectuellement, mais aussi esthétiquement. C'est l'homme qui va changer, trouver beau cette vallée, trouver beau ce coucher de soleil au-dessus de la forêt, etc. Et économiquement. Donc, géologiquement, esthétiquement et aussi économiquement. Le territoire ne peut être qu'humain. L'objet de ce forum, c'est territoire vivant. C'est pas territoire. Hein. Ce qui nous intéresse, c'est en quoi ces territoires produisent de la vie. Ils sont vivants parce qu'ils produisent de la vie, parce que l'être s'étend grâce à quelque chose. Vous voyez, il peut y avoir des territoires morts. Ce n'est pas le territoire qui nous intéresse en soi, c'est les territoires vivants. Or, l'être humain étant vivant, c'est le territoire qui va être humanisé par l'être humain. Mais oui, restons bien de ce qui est territoire vivant. Merci Pierre. Alors je reviens vers vous, Philippe Cagnard, parce que je me dis quand même que quand on veut s'ancrer dans un territoire, être relié, il y a forcément des choses auxquelles on doit couper, on doit renoncer peut-être. Est-ce que parfois il y a des contraintes qu'on doit choisir pour s'impliquer davantage dans son territoire? Oui, alors c'est des contraintes, soit c'est des choix, et à chaque fois qu'on fait un choix, on renonce à quelque chose. Donc le fait de dire je pars en consigné, d'entrée de jeu, quand on arrive à la grande distribution, ils nous disent nous on ne veut pas gérer ça. On a arrêté la consignation il y a 30 ans, il n'est pas question de revenir. Donc c'est intéressant parce que j'ai vu les hypermarchés autour de moi qui m'ont dit ah oui, ça fait une bière locale, c'est vraiment bien. Nous on a envie de commercialiser notre bière. Alors, je leur dis ni oui ni non, je leur dis je suis en bouteille consignée. Et là ça se termine. C'est terminé. Alors je dis ça. Mais c'est là où on dit l'aspect proximité locale devient important, c'est qu'il y a 15 jours, les directeurs de l'Intermarché sur Compiègne sont venus me voir en disant il n'y a pas quelque chose à faire. Je leur ai expliqué, je leur ai dit voilà. Et je leur ai dit mais ils m'ont pas dit il n'y a pas des endroits où ça se fait. J'ai dit ben si, en Alsace, ils ont fait le choix sur la consignation, et puis il y a des magasins qui sont partis sur la consignation. Ils étaient tellement motivés qu'ils sont allés appeler un magasin à Colmar, et un quart d'heure après, ils me rappelaient en disant c'est bon, on y va. Voilà. Donc c'est des contraintes.
pour moi c'était quelque chose d'important parce que voilà, c'est un peu le sens au niveau environnemental, la base de ce que je voulais faire. Alors je ne vais pas vous dire qu'il n'y a pas des entorses, c'est-à-dire que je vois ce que je vends, je vois le musée qui reviennent, et je me dis, voilà, je vois très bien qu'il y a des produits, les gens achètent, ils oublient complètement que c'est consigné, et ça revient jamais. Mais c'était intéressant de se dire, on a un projet, on a un objectif, on sait que c'est des contraintes, et en même temps, au bout d'un mois, il y a des portes qui s'ouvrent. Et l'autre chose, alors c'est peut-être vous mettre en horreur, c'est que j'ai fait le choix de dire, mon objectif, c'est le bilan carbone, donc c'est faire le moins de kilomètres possible à l'ensemble de la filière, en partant de l'agriculteur jusqu'au client. Et c'est poser la question de la grande création, de se dire, je vais en bio ou pas? Parce que quand même, c'est bien le bio, quand même, au niveau environnemental, c'est génial. Sauf que très vite, les malteurs m'ont dit, vous savez, au niveau du bio, vous avez 2 chances sur 3, parce que d'avoir du malt bio, des orges bio qui sont fabriquées ailleurs qu'en France. Parce qu'il n'y en a pas assez. Donc soit on fait le choix d'être en bio et on va aller chercher des orges en Allemagne, en Scandinavie, voire plus loin, soit on est en conventionnel. Et je dis, moi, j'ai un objectif essentiel, c'est de dire mon impact environnemental au niveau du bilan carbone. Je dis, ben non, je ne suis pas en bio là. Et là aussi, je sais que ça va changer. C'est-à-dire que les filières se mettent en place, et en particulier au niveau des Hauts-de-France, ils sont en train vraiment de mettre une filière bio sur l'ensemble des céréales. Voilà. Donc ce qui est bien, c'est de dire, voilà, on a un projet, il y a une valeur fondamentale, on a ça en tête, et pour moi, je sais qu'il y a des portes qui s'ouvrent petit à petit. Simplement, au début, les choses sont un peu compliquées, mais la conviction, pour moi, c'est que ça, c'est essentiel. Voilà. Puis après, c'est plein d'opportunités. Quand les gens achètent du consigné, ben, ils reviennent. Hein. Et oui. Quand je vais voir des magasins spécialisés et que je leur dis je ne suis pas en grande distribution, ben ça leur va bien, parce qu'ils connaissent les problèmes d'écart de prix. Maintenant que je gère, c'est trop de questions. Mais voilà, donc il y a quand même vraiment des opportunités qui s'ouvrent. Donc les choix, c'est des contraintes, et puis des opportunités. Puis la troisième chose, c'est que plus on a de contraintes, plus il faut réfléchir, et ça pousse vraiment à la créativité. Et ça, c'est génial, parce que finalement, il y a beaucoup d'idées qui sortent comme ça. Un territoire, en soi, ça peut être très positif, ce qu'on dit là, mais ça peut être aussi enfermant, complètement asséchant. Oui. Un territoire, c'est aussi des banlieues pas du tout vivifiées, ça peut être aussi des territoires ruraux, qui ne se renouvellent pas et où c'est très difficile de lancer une idée. Vous voyez, ne soyons pas naïfs ou candides relativement à la terre qui ne ment pas, ou je ne sais pas, vous voyez, ces territoires merveilleux qui ne peuvent être que positifs. Un territoire en soi, ça ne veut rien dire. Il peut être vivant ou il peut être mortifère. Donc parfois, il faut partir du territoire, quitte à y revenir éventuellement. Vous voyez, mais il faut faire cette démarche. Et en sens inverse, moi je constate, et d'ailleurs dans les expériences qu'on a partagées, et y compris les expressions ruralité qu'on a partagées, que ce sont des personnes de l'extérieur du territoire qui viennent apporter quelque chose de nouveau. C'est pas aujourd'hui, hein, c'est pas les néo-ruraux, etc. C'est de toujours. C'était le passant, c'est le passeur, c'était le migrant qui avait une idée, qui transmettait une nouvelle technologie qu'il avait vue en Italie, etc. Ça a toujours été comme ça. Et, vous voyez, le territoire, c'est un lieu d'abord, qui peut être asséchant et donc, dont il faut savoir se sortir en temps voulu. Et c'est aussi un lieu d'accueil et qui va être vivifié par ceux qui vont accueillir. Donc parfois il faut partir et souvent il faut accueillir. J'habite un territoire rural, très rural, hein, donc 250 habitants au village. Le plus gros village à côté, c'est 2000 habitants. Enfin, c'est qu'en dessous de 2000, ça s'appelle un village, au-dessus, ça s'appelle une ville. Donc c'est en dessous de 2000, vraiment juste au-dessus de la Bourgogne. Et ben, je me rends compte, il faut bien admettre que les néo-ruraux, dont on dit beaucoup de mal, sont aussi ceux qui apportent beaucoup d'idées nouvelles, qui sont reprises par les personnes, hein, qui ensemencent. Et ces néo-ruraux étant souvent des personnes qui reviennent. Hein, donc ils connaissent et qui reviennent. Voilà. Donc voilà, ce que je veux dire par là, c'est ouvrons bien notre espace, y compris intellectuel et de cœur. Un territoire, c'est pas le lieu fermé qui ne doit pas bouger parce que ça a toujours été comme ça. Non, ça c'est assez mortifère. Un territoire, c'est ce lieu qui va créer une communauté humaine
qui va aussi s'alimenter de voilà, quelqu'un qui vient de Cronenbourg, hein, et qui va créer ce territoire malin, parce qu'il va trouver des opportunités économiques nouvelles, etc. Voilà, c'est ça aussi un territoire. Merci. Alors maintenant, j'aimerais bien qu'on parle un peu plus du local versus le global. Alors on a un peu les caricatures parfois en tête du gentil local avec, voilà, il faut aller tout le temps local, et puis à côté de ça, le capitalisme mondial qui est tout méchant. Est-ce qu'on doit nécessairement les opposer ou est-ce que c'est compatible? Alors c'est das ist, comme maintenant, c'est comme ça, donc il faut partir du principe que nous à l'échelle de notre génération, et de plusieurs générations devant nous, nous allons vivre dans une articulation entre du local et du global. Ça va pas changer. Donc, un, c'est existe. Deux, je crois que le sujet, c'est vraiment pas local-global. C'est parce que tu poses la question, mais parce que d'abord, les gens qui vivent au niveau global vivent souvent en fait dans des petits espaces et dans des petits territoires. Moi, je suis dans le monde des affaires de haut niveau, puis les gens que je rencontre, ils font toujours les mêmes hôtels internationaux, ils voyagent toujours dans les mêmes avions, ils se rencontrent dans les mêmes aéroports, et ils ont une connaissance du monde qui est relativement faible. Ils connaissent, alors ça a l'air d'être planétaire, mais en fait c'est une planète qui est limitée à peu de choses. Donc même là, il y a une forme de localité. Et si vous n'habitez pas le bon quartier quand vous êtes à New York, et vous allez au Bronx par exemple, pour vous installer alors que vous êtes expatrié, ça ne va pas le faire. C'est pas là que vous devez vivre. Vous voyez, donc, même ces personnes qui donnent l'impression d'être globales sont en fait relativement locales, pas une langue globiche, comme ça, internationale. Donc, déjà, cette opposition entre les gens qui seraient ancrés dans la Terre et ceux qui seraient vraiment avec une vision mondiale, c'est pas si sûr que ça. Mais deux, et c'est le plus important, je crois que le vrai sujet, c'est la capacité que l'on a à donner de la valeur à son travail. Donc, si vous travaillez localement, et vous pouvez localement donner de la valeur à votre travail, parce que c'est là que ça se passe, ce que tu fais sur la bière, c'est toi qui donnes la valeur, c'est toi qui vas avec du deux coudes, hein, c'est pas facile, mais c'est toi qui vas... tu es libre. Si, je vois mes pauvres voisins agriculteurs, donc je suis dans le Charolais, vous voyez, donc c'est un pays d'élevage, le prix de la viande est décidé au niveau mondial. C'est-à-dire qu'en début d'année, ils ne savent pas combien ils vont gagner en fin d'année, puisque le prix va varier dans l'année, et en fin d'année, ils sauront combien leur coûte le veau qu'ils ont vendu, enfin qu'ils ont élevé. Là, effectivement, le local est mangé par l'ailleurs, appelons le global si on veut. Le local est mangé par le global. Mais oui, le vrai sujet, c'est pas le global qui serait grand, le local qui serait petit, c'est où est-ce qu'on a le pouvoir de décider de son sort. Si le sort nous échappe, alors effectivement, c'est ce qu'on appelle le global qui prend le dessus. Et voilà, c'est la crise de l'agriculture aujourd'hui, mais c'est aussi dans les entreprises. Pourquoi les gens veulent être dans une petite entreprise? Vous demandez à des jeunes aujourd'hui, majoritairement, dans mon école, le 1 million, majoritairement, ils voudraient travailler dans une entreprise de taille moyenne, voire petite. Même si après, ils vont dans des grandes entreprises. Mais en tout cas, c'est leur désir. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'impression que là, ils vont pouvoir être maîtres de leur sort. Tandis que lorsqu'ils sont dans les grandes bureaucraties globales, finalement, ils sont peu maîtres de leur sort. Donc, vous voyez, le sujet, c'est est-ce que le territoire est vivant dans la mesure où il est maître de son sort? On l'a dit ce matin avec l'échange entre Philippe et Gilles ce matin, la liberté. C'est beaucoup vu. Je crois que c'est fondamental, cette question économique. Si un territoire n'est pas maître de son sort, qu'il soit national, qu'il soit local, qu'il soit continental, eh bien ce territoire n'est pas vivant. Et c'est en ce sens que se joue l'articulation. Et alors justement, pour une entreprise, est-ce qu'il n'y a pas un risque, si on grossit trop, de perdre cette liberté Alors, au niveau brasserie artisanale, ce qui est génial, c'est que c'est une activité qui est mondiale, on peut le dire, parce que des brasseries artisanales, il y en a partout, dans tous les pays, dès qu'il y a des céréales et de la bière, donc c'est assez simple. Donc il y a des échanges au niveau expérience, et je trouve que l'aspect justement mondial est extraordinaire dans notre métier, parce qu'on voit ce que font d'autres dans d'autres pays, et ça donne énormément d'idées si on est suffisamment à l'écoute. Ça, c'est dans un sens où il faut être capable de recevoir, d'échanger avec d'autres,
Et c'est là où on peut dire c'est plein de petites entreprises, mais le fait de vraiment travailler en réseau, d'être reliés les uns les autres, ça permet justement à la fois de grossir puis de réussir. Puis l'autre aspect que je trouve entre le local et le global, c'est que quand on parle de bilan carbone, c'est pas au nord de la Loire qu'on va se plaindre du réchauffement climatique. Parce que je pense que cette année, la consommation d'énergie qu'il va y avoir, elle va être la plus faible jamais connue. Donc il y a une espèce d'illusion de se dire finalement, il y a des endroits où finalement le réchauffement climatique, on dit c'est pas beau, mais c'est pas si mal quand même. Se dire j'ai besoin de moins chauffer, tiens j'ai peut-être planté des vignes dans les coteaux de l'Oise, je vais aller passer mes vacances en baie de Somme parce qu'il fait beau. Voilà. Donc il y a cette espèce d'illusion, et donc si on n'a pas cet attachement, ou on ne fait pas passer auprès des gens qui nous entourent cette préoccupation du global en disant ce que je fais ici, ça a un impact sur... moi j'aime bien du Bangladesh parce que pourquoi c'est ceux qui me touchent le plus en disant c'est eux qui dérouillent le plus en ce moment et que de plus en plus ça. Mais voilà, de dire ce que je fais ici, ça a un impact, quelqu'un qui est à l'autre bout du monde. Et là, l'aspect global, il est important parce qu'on est tous... au niveau environnemental, on est tous solidaires, quoi. Et puis après, le troisième aspect global, c'est que moi, je crée mon projet, je me dis, il y a des gens en local, en Picardie, c'est quand même une région qui a beaucoup souffert au niveau emploi, et j'ai embauché des gens qui sont en difficulté d'emploi. Et la première personne que j'ai embauchée, c'est un réfugié syrien qui vient d'Alep. Voilà. Et alors là, le local, il prend une autre dimension, quoi. Et je peux dire aujourd'hui, Fadi, c'est un bon Picard. Voilà. Et sur le local global, il est évident que le bilan carbone, en local, ça ne veut rien dire. Mais pourquoi? Parce que mon pouvoir d'agir en local, je peux effectivement agir pour limiter mon bilan carbone, mais si autour de moi, les autres ne le font pas, je suis bien obligé d'agir aussi au niveau global. C'est vrai que je crois qu'il y a trois niveaux pour agir à partir du territoire, pour le rendre vivant. Car agir dans le territoire, par exemple, tu viens de dire, j'emploie des personnes localement, même si c'est un réfugié qui était là, mais qui était réfugié, il était localement. Donc, premier niveau d'action, j'agis dans le territoire. Je suis appelé à agir à partir de ce territoire. Deuxième niveau d'action, j'agis sur le territoire. J'essaie de le rendre plus vivant, j'essaie de... toutes les expériences qu'on a partagées tout à l'heure, j'essaie d'augmenter son niveau de vie, son niveau de vivification, je sais pas. Et puis troisième niveau, c'est agir à partir du territoire. C'est parce que je suis là, dans ce lieu-là, et que je subis les conséquences de ce qui se passe ailleurs, que j'ai le droit et le devoir de m'opposer à des actions, même au Bangladesh. C'est parce que je suis ancré là, et au nom du fait de mon ancrage là, de ce territoire-là, qui doit continuer de vivre, que je suis en droit de pouvoir m'opposer à des actions qui sont menées au niveau, soi-disant global, mais en fait dans notre territoire. Vous voyez donc, agir dans le territoire, j'améliore, agir sur le territoire, je le rends plus beau, je participe, je crée des choses, et puis agir à partir du territoire. Petite parenthèse, c'est ce qu'ont fait les zadistes. C'est la logique des zadistes, ça. C'est qu'on invente un territoire imaginaire, une ZAD, et on va défendre des idées écologiques, radicales, vous en pensez ce que vous voulez, mais en tout cas, c'est cette logique, parce que je suis ancré là, au nom de cet ancrage-là, je peux vous dire, non, vous n'avez pas le droit de construire un aéroport, parce que regardez ce que vous allez détruire. Bon. Eh bien, c'est pas si saut que ça comme idée, c'est même très, très intelligent. C'est ce que nous faisons tous, c'est à partir des conséquences que je pourrais avoir, que ma famille pourrait avoir, que mes petits-enfants pourraient avoir, de ce qui se passe même ailleurs, que je suis en devoir et qu'il est de ma responsabilité de pouvoir m'opposer à ce qui se passe très loin de moi. Donc voilà, le territoire, il est triplement enjeu de lutte, de combat, d'action, de vivification.